L'Union des populations du Cameroun envisage un congrès unitaire en début septembre 2021. L'objectif est de taire les querelles internes et axer ses forces sur le front de lutte contre le néocolonialisme et la malgouvernance. Cependant, plusieurs congrès ont déjà été organisés sans que les multiples tendances UPCistes n'accordent leur violon sur la stratégie politique à mettre en œuvre pour atteindre l'idéal des pères fondateurs de l'Union des populations du Cameroun, 63 ans après l'assassinat de Ruben Umniobé. Que reste-t-il de cet héritage politique au sein de l'UPC? Pourquoi les multiples tendances existantes peinent à insuffler une nouvelle dynamique mobilisatrice de la base militante de ce parti historique? Après une alliance controversée avec le pouvoir de Yaoundé, l'UPC est-elle satisfaite de la qualité de la gouvernance actuelle du pays? Ce soir, mesdames, messieurs, c'est l'heure de vérité pour l'actuel secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, Dr Pierre Balaguel-Côte, invité de l'émission La Vérité en face. Je précise qu'il est également titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome obtenu en 1985 au centre universitaire de Caen, titulaire d'un PhD en génie agricole appliqué à la lutte contre des maladies. Il a également travaillé au ministère de l'Agriculture entre 1986 et 1999, ancien inspecteur du développement des activités agricoles à la SODECAO. Il a été inspecteur numéro 2 au cabinet du ministre de l'Agriculture de l'époque, Frédéric Kodok et Zachary Pérévet. Il a coordonné pour le compte du FAO Afrique les techniques d'usage en toute sécurité des pesticides et équipements de pulvérisation. Il dirige actuellement une organisation non gouvernementale qui mise sur la lutte anti-vectorielle. C'est également un enseignant d'université. Docteur Pierre Balaguel-Côte, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et pour mener à bien cet entretien, je suis en compagnie d'Armstrong Formy. Armstrong, bonsoir. Bonsoir, Cedric Nufele. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of your favorite program, the elite program, La Vérité en face on Equinox Television, live from Douala, Cameroon. Tonight we're having as guest Dr. Pierre Balaguel-Côte. As you heard from the introduction in the French language, he is above all the Secretary General of the UPC political party, one of the key and founding political parties in Cameroon. Doctor, thanks for accepting our invitation. Pleasure. We're happy to have you. Thank you. Et sur le plateau de droit de réponse de La Vérité en face, Duval est avec nous. Duval, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir au docteur Balaguel-Côte. Bonsoir. Et bonsoir également aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Nous sommes sur La Vérité en face. Pierre Balaguel-Côte, il y a quelques jours, une assemblée réunissant des patriarches de l'Union des populations du Cameroun s'est tenue pour examiner les causes profondes des dissensions au sein de cette formation politique. On a vu la participation de plusieurs responsables UPCistes. Avez-vous participé personnellement à cette rencontre organisée par les patriarches de votre formation politique? Bon, vous dites que la participation de plusieurs, non, je crois qu'il y avait une vingtaine de personnes. Selon ce que j'ai vu, les images qui me sont parvenues, il y avait une vingtaine de personnes. Bon, je n'y étais pas invité, on ne m'a pas invité formellement. Bon, mais disons que ce genre d'assises, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous parlez des patriarches. Quand un patriarche appelle ses cadets, peut-être on m'a parlé de la réconciliation. Quand un patriarche appelle ses cadets pour la réconciliation, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'amène pas les journalistes et les télévisions pour faire une réunion de réconciliation. Vous appelez d'abord les gens chez vous pour faire de l'eau. Si ce n'est que ça que vous pouvez leur donner, 4 personnes, vous leur dites, vous causez d'abord chez vous, après peut-être 10 personnes, après 20 personnes, après quand vous êtes déjà à un certain niveau d'avance sur la réconciliation, vous appelez les journalistes. C'est ce qui se passe.
Bon, mais cette fois-ci, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'était une méthode brutale. Moi, j'ai appris ça par la voie de télévision. On ne m'a pas invité. Moi, je n'étais pas invité formellement. Pourtant, certains participants à cette rencontre disent que vous avez bel et bien été invité, mais que vous avez boycotté la rencontre initiée par ces patriarches-là, estimant qu'elle ne répond à aucune assemblée statutaire au sein de votre formation politique. Avez-vous boycotté cette rencontre? Votre émission, c'est la vérité en face, c'est bien ça. Votre émission, c'est la vérité en face. Vous voulez que je vous dise la vérité, je vous dis la vérité. Si vous voulez accepter les mensonges, je dis que je n'ai pas été invité. C'est ce qu'on m'a dit, qu'on aurait quelqu'un d'un autre groupe, aurait envoyé une invitation à un de mes chargés de mission. On connaît mon numéro de téléphone, on connaît mes bureaux et on connaît les chez moi. Si c'était une réconciliation, on m'aurait appelé, mais avant une réconciliation, voyez-vous, vous venez, vous voyez quelqu'un chez lui d'abord. À mon âge, ce n'est pas en me balançant une invitation à travers quelqu'un d'autre. Pourquoi vous ne m'invitez pas? Ça veut dire que c'était une volonté pour que je ne sois pas avec eux, pour vous faire dire ce que vous êtes en train de dire que j'ai boycotté. Bon, mais même, vous avez dit en deuxième phase que j'ai dit que cette rencontre n'était pas une rencontre normale, mais que oui, le patriarcat n'est pas une institution politique. Il y a dans notre parti politique, il y a des instances. Il y a le comité directeur, il y a le bureau. Et si vous voulez faire une affaire comme ça, vous suivez normalement l'organisation d'un parti politique. Mais si vous voulez faire quelque chose de familial, comme ça a été annoncé, vous parlez de patriarche, vous utilisez la méthode sociale qui est appropriée. Docteur Balaguer, comprenons bien. Finalement, quel est le véritable problème de cette rencontre qui vient de se tenir? Est-ce le casting qui n'était pas bon? C'est-à-dire ceux qui avaient qualité pour convoquer la réunion n'en avaient pas? Est-ce la méthode, dites-vous, cavalière avec laquelle on a convoqué la réunion? Ou bien, je veux dire, le cadre? Parce que vous avez parlé des journalistes, un peu comme si ça vous pose un problème qu'il y ait des journalistes à cette rencontre. Le problème véritable, c'était quoi? Télé 3. Vous dites le casting était mauvais. Les gens, ça veut dire que les gens qui ont la forme même de convocation de cette réunion, ils n'avaient pas formellement le droit de le faire. Qui doit convoquer dans une pareille rencontre selon vous? Une pareille rencontre, c'est les instances du parti. C'est-à-dire le bureau du comité directeur qui convoque les gens qui sont hors du bureau pour venir nous asseoir. C'est ce qui va se passer le 13 septembre. Vous allez voir. Et maintenant, il y a la participation. Vous ne pouvez pas convoquer 20 individus quelque part, vous dire que vous êtes en train d'amener les gens. Les 20 individus, qui sont vos gens? Vos propres personnes. Mais qui de mon côté était là? Personne. Et le côté le plus majoritaire à 95%, on n'était pas là. Mais docteur Balaguer, vu sous cet angle-là, ça va être difficile d'organiser une rencontre. Non, mais je n'ai pas fini de... vous l'avez évoqué, j'ai pas fini de répondre. Oui. Vous avez parlé de trois choses. Je vous dis d'abord que la personne qui a convoqué n'avait pas qualité. La deuxième chose, c'est que en faisant même ça, elle ne m'a pas convoqué, cette personne-là. Ou bien les personnes-là ne m'ont pas convoqué. Je vous dis ça, vous êtes la vérité en face, je viens de vous dire ça. Elle ne m'a pas convoqué. Elle ne m'a pas invité. Et connaissent chez moi. Vous trouvez quelqu'un qui est secrétaire général que vous avez voté. Vous voulez faire une réunion. Vous n'envoyez même pas quelqu'un chez lui pour lui dire que nous voulons faire une réunion. Même vous balancez une convocation que je n'ai jamais vue. Parce que je suis ici, vérité, enfin, je n'ai jamais vu cette invitation. Ils ne m'ont jamais appelé. Ils sont partis mentir aux journalistes, c'est là qu'ils m'ont appelé. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Ça veut dire que c'est pour montrer que l'UPC a des problèmes tout le temps. Donc, il y a donc ce casting que vous dites, l'absence même, la volonté même de ne pas, de dire après que vous voyez là vous boycotter les autres. Donc ça veut dire que c'est une machine, ça a été une machinerie pour justement
arriver à ce niveau où on va dire que moi, qui n'aime pas la réconciliation du Val. Doctor, it's important. You are still talking about reconciliation, but even before the holding of the meeting in Yaoundé on the 3rd, you also in different outings spoke of the importance to bring UPC militants and sympathizers together. Yeah. But even when you found out they were wrong in the 3 aspects you've mentioned, those who called the meeting, the manner in which people were invited, and the setting wasn't appropriate. But could you not at least have gone there for the interests of the UPC party? How could I have gone there? I did not know where they are and what is inside the meeting. I don't have any order of the meeting. How can I go there? But what we have done, and please note it, you can note it, we have a meeting on the 13th of this month in Jouvence. Yes. Now all those people are invited to come, and we don't want a meeting of 15 people coming from the same village, or maybe the two coming from just 2 divisions of the country. We want people coming from all Cameroon. UPC is not only Sanaka Maritime and Nyongekele. You cannot call people, 18 people, all of them from the same, from just 2 divisions, and you say that you are doing something to reconcile all the members of UPC. This is not the way it should be done. The first thing to do in UPC is to bring this party back to the national, his national status. That is what we want to do. Est-ce que vous croyez que cela est véritablement possible? Docteur Balaguel, parlons simple. Oui. Et nous tous, on connaît comment fonctionne l'UPC depuis pas mal de temps. Il y a aujourd'hui chacun de sa manière. Courants. Non, il y a différents courants dans l'UPC aujourd'hui. Il y a un courant qu'on vous attribue, vous qui avez le pouvoir aujourd'hui, secrétaire général élu en 2017. Il y a un autre courant qu'on appelle le courant des fondamentalistes. Vous savez, qui est dirigé par le professeur Baïbek. Vous avez un autre courant qui est dit des idéologues autour du professeur Luka. Vous avez un autre courant qui est dit des pétitionnaires. D'ailleurs, autour de Henriette Ekwe, Michel Eclalon-Pécois, entre autres. Ouais. Comment est-ce qu'il est possible, au cours de la rencontre dont vous parlez, qui aura lieu dans quelques jours, est-ce qu'il est possible d'obtenir tous les courants de l'UPC et de travailler dans le sens d'un congrès unitaire? Est-ce que vous y croyez? Je l'espère, Duval. Je l'espère parce que les courants, du point de vue politique, ne sont pas... Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir les courants idéologiques à l'intérieur d'un parti. Courant, c'est un euphémisme parce qu'en réalité, on est pratiquement aux factions. Non, je pense que si c'est des factions, ça devient individuel et humain. Ça devient individuel et humain, et je ne crois pas que c'est politique. Mais je préfère encore parler des courants, peut-être des tendances. Vous dites que cela est possible? Je dis que cela est possible. Et comment? Si en réalité nous venons nous tous faire la politique du parti. Donc, il faut maintenant que tous les courants aient tout au moins une vision unique. Les courants, c'est la méthode. Ce n'est pas l'objectif. Lorsque vous avez votre objectif, maintenant, les gens prennent d'autres méthodologies. Ils disent que moi, je dois marcher comme ça. Moi, je vais plus vite. Moi, je fais l'affrontement. L'autre dit que moi, je suis avec la loi tout le temps. Et vous vous trouvez en phase dans l'objectif. Le problème, c'est qu'il faut que l'UPC, qu'on finisse, qu'on trouve quel est notre objectif commun. Est-ce que vous êtes tous d'accord, au moins, est-ce que vous êtes tous des UPCistes? Nous sommes tous d'accord que nous sommes tous des UPCistes. Et donc, vous pouvez vous entendre sur... Je crois que ce qui a fait... Comment peut-on donc arriver à un congrès unitaire de votre point de vue? Quelle doit être la démarche? Écoute, Cédric a dit quelque chose. Il a dit qu'il y a eu beaucoup de congrès unitaires. Oui. Et justement, ce qui crée les problèmes, c'est que lorsqu'on arrive dans un congrès, au lieu qu'on parle de la méthodologie, de la politique générale, de l'orientation du parti, on parle des élections des dirigeants. Donc on passe 3 jours à faire les concoctions. Qui sera secrétaire général, qui sera président du bureau du comité directeur, qui sera secrétaire à l'organisation. Et on passe tous les jours. Donc cette fois-ci, nous voulons, avant d'arriver à un congrès, faire un réel, parce que vous avez vu là,
une réunion de cadres qui va se pencher sur l'objectif, la vision du parti et regarder les méthodologies diverses que vous appelez tendances, pour voir comment est-ce qu'on peut marcher ensemble. Il y a aussi question du bilan de cette formation politique, puisque vous avez été élu en 2017 au terme de notre congrès réunissant en principe toutes les tendances UPCistes. 4 ans plus tard, quel est votre bilan aujourd'hui, Pierre Balé-Guelcote? Lorsqu'on observe ces multiples dissensions au sein de l'UPC, on a le sentiment que votre leadership n'a pas réussi à fédérer toutes ces tendances, tous ces différents courants idéologiques. Est-ce que vous partagez cette perception? C'est que nous vivons dans le même pays. Vous savez tout ce qui s'est passé entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne pouvez pas m'attribuer 4 ans de gestion de l'UPC. Parce que, bon, lorsqu'il y a eu la même mise de l'administration au sein du parti, on était presque muselés. Vous savez que dans ces partis, si vous voulez faire toute une réunion, la politique, ça se fait à travers des réunions. Si vous voulez faire une réunion, vous devez déclarer. Et quand vous déclarez, il vous faut un récépissé. Et quand vous n'avez pas de récépissé, on peut vous chasser, comme ça a été souvent. Ça a été le cas. Vous avez suivi. Vous étiez là à aider à ce que j'avais eu avec les gendarmes et les policiers. Pendant qu'il y avait une lettre de l'administration désignant un secrétaire général du parti, avant que... Donc ça a duré beaucoup de mois, 18 mois. Vous étiez là, nous sommes tous d'accord avec ça. Et c'est ça qui a fait que... Quel est le bilan que vous pouvez donner si lors des élections, vous ne pouvez pas participer aux élections, vous ne pouvez pas faire des réunions avec les gens, vous ne pouvez pas former les sections, les comités centraux. J'avais finalement, en 6 mois, j'étais déjà à près de 6 coordinations régionales et 10 sections que j'avais installées. Malheureusement, bon, il y a eu ça. But even before the decision from the administration, yeah, you cited it as one of the major problems or one of the factors that brought in what we qualify today as division and divergence within the party. Even before that initiative of that act of the Ministry of Territorial Administration Cameroon, you at the level of the party had as role to work within the party. Even at the point when the ministry appoints somebody else as the Secretary General of the party, you still had the opportunity to work within the party and to bring the people on the table, militants of the party, to agree, to align behind you. I don't quite understand where you are going to, because I'm just saying that when this letter came out, I did not have any possibility to do any meeting at all. Because you know how our country functions. But you had the possibility to do consultations. Yes, but we are doing it. But when somebody has the letter appointing him, he becomes arrogant. How can you talk to him? Mais vous avez dit que vous avez installé des coordinations régionales. Bien avant la lettre. Parce que même ces coordinations régionales là, sont problématiques. Hein. Certains estiment que vous avez installé une seule, la coordination de l'Ouest. Non, j'ai fait à l'Ouest. J'ai fait ici j'ai fait au centre. J'ai fait ici au littoral. Il peut faire alors ça. Pendant que permettez qu'il réponde. Allez-y, Pierre Balé-Guelcote. You are answering my question. Yes, go ahead. You are answering my question on what you did and the arrogance that you met from some of your militants who probably did not want to collaborate because they saw that they got power from the ministry. Yes, but that's what I'm telling you. How can you do a meeting with somebody who has everything? He thinks that he has everything. It was very difficult at that time for me to do anything. But I was doing consultations. I was doing consultation in the basics. That's why if you go to UPC, if you want the truth today, the truth is that most of the people are behind me. Most of the people, more militant, 90% or 95% of them. So when you are talking about faction, I'm not very sure that we have really this faction. We have some people
that are aside the movement. Well, there are not too many. They are not even 20%. And you are blaming them for arrogance. You too, probably they will say that you are arrogant, that you did not come to meet them. You did not also come to meet them, so you people can talk behind the scene. You people can do consultations to bring a stronger and united UPC political party. If you are not arrogant, if you did the consultation, how many times, for example, what are some of the initiatives that you took, even at the time when you were handicapped by the decision from Yaoundé? What are some of the initiatives you took to make sure that UPC comes out stronger and united? I'm sorry, you are talking about a political party. It's not like a simple association. When you are in a political party, you have like a bureau, and you cannot decide yourself. You are alone to do some movement. You are with people. I'm not. When you are secretary general, general means that you have other secretaries, with for organization, some for communication and the treasury. So I'm not deciding alone what to do. But this was a very, very bad time for our democracy. How can you, if you were in my own place, you should have had a stroke. I'm telling you, you cannot be elected, and one day you are sitting in your home, they say that you are removed by the administration, by a simple letter. And then you have people behind you. And you say that was an insult to democracy. They will an insult to democracy. How can you? This is, you say in English, to bend the law. I will not say it's dictatorship, but it's to bend the law. You bend the law and then you do something because you want some results. You have something you need at this moment. But after this, you release the others argue that the ministry came in with that decision to put order at a time when there was already some sort of disorder within the party. I won't go back to this discussion because we are in the republic. The republic means that there are people and law, and everybody should respect the law. If you don't respect the law, you are no longer in the republic. You know it, I know it. Dr Banigan, pour revenir un peu sur votre bilan, vous semblez attribuer le caractère très peu reluisant de ce bilan à l'administration qui vous a empêché de travailler. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Mais vous dites que vous êtes convaincu que vous avez des militants, des UPCistes derrière vous. Qu'est-ce qui vous permet d'apprécier cela? Depuis que vous avez été élu en 2017, par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire combien de cartes, par exemple, de militants du PC, vous avez vendu? Peut-être que ça pourrait être un indicateur de ce qu'effectivement les gens sont derrière vous. Vous en avez une idée? Très bien. C'est une question d'école, mais justement les questions statistiques sont généralement les questions d'école. Je ne peux vraiment pas vous dire, mais je sais que j'en ai vendu beaucoup. Même hier, les gens continuaient à en prendre. Et si vous avez suivi ces derniers temps, on vient de mettre la jeunesse démocratique du Cameroun en place avec plus de vers 1000 jeunes qui sont venus à Boumiéville. Ils ont mis une jeune fille, Nadia, une jeune anglophone qui est déjà leur présidente. Ça, vous avez vu, il y avait une grande affluence. Ça s'est même passé dans vos antennes. Peut-être que vous n'avez pas suivi cette partie de ces programmes-là. Mais c'est déjà ça. Alors, vous avez été élu en 2017. En 2017, l'UPC avait 3 députés, 7 maires et 189 conseillers municipaux. Aujourd'hui, 0 député, peut-être quelques... Est-ce que vous assumez ce bilan? Je n'assume pas ce bilan parce que je ne suis pas allé aux élections. On n'est pas allé aux élections. Mais et puis, dites-vous bien, ce n'était pas ça mon objectif. Et l'objectif de l'UPC, ce n'est pas d'avoir 3 députés dans l'Union Okeli. Ce n'est pas un objectif national. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas le parti que vous-même, qui avez même le sang UPCiste, ce n'est pas ce bilan que vous voulez de l'UPC. Et donc, quand on m'a élu, je voulais installer l'UPC dans l'ensemble de la République. Et je voulais aller très vite.
Et je savais qu'à l'époque, il y a des choses qui ne m'intéressaient pas. Ce qui m'intéressait, c'est d'installer rapidement. C'est au moment où j'avais programmé la montée vers le nord, l'extrême nord et la Damawa, que cette histoire est tombée et je ne pouvais plus continuer à fonctionner. Et quand vous dites bilan mitigé, pour moi, je me réjouis de ce que j'ai fait en très peu de temps et avec peu de moyens. Et je suis content des militants qui ont été fermés sur les gens qu'on a élus. Et ne croyez pas qu'on m'a élu seul. J'étais élu avec Abiba Issa. Bon, alors, les gens ont été derrière nous et sont toujours derrière nous. Ils n'ont pas fléchi. Très peu de gens ont fléchi, qui n'atteignent même pas 10%. Donc, je suis fier de ces UPCistes aujourd'hui qui ont suivi la légitimité et la légalité. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que prendre l'UPC aujourd'hui, convertir l'UPC dans un seul département, dans 2 départements ou dans 3 départements. C'est un problème. C'est un problème pour moi. Mais pour revenir au rapport tumultueux avec l'administration, parce que vous avez souligné cela pour indiquer que la désignation de notre secrétaire général, en tout cas les troubles orchestrés par l'administration, ne vous ont pas permis de travailler. Certains soutiennent que, contrairement à ce que vous voulez nous dire, vous êtes quelque peu même de connivence avec cette administration-là. On se souvient que lorsque le MINAT a désigné un autre secrétaire général de l'UPC à votre place, vous avez introduit une plainte. Oui, bien sûr. Combien de temps après? Mais immédiatement après. Et quelle en a été l'issue? Mais vous parlez de la plainte à la justice. C'est ça que vous parlez. C'est ça que vous parlez. Oui. Bon, vous avez attaqué le MINAT, cette décision du MINAT? J'ai attaqué le... Quelle en a été l'issue? Mais vous connaissez l'issue, qu'on a suspendu la décision du ministre. C'est là où on est. Mais pourquoi vous venez revenir sur le... Non, il est important. Parce que tout le monde au Cameroun sait que c'est ce qui s'est passé. Les gens s'intéressent à l'UPC. Ce n'est pas seulement nos quatre ici dans ce plateau. Les gens s'intéressent à l'UPC. Tout le monde sait qu'il y a eu une décision du ministre. Et le MINAT, qui est un républicain, j'espère, il s'est aligné à ça. Moi, je travaille dans les bonnes conditions actuellement avec cette... Et donc, vous apportez un démenti formel à l'information selon laquelle vous avez retiré la plainte. Donc comme on est dans la vérité en face, vous voulez que je retourne dans l'histoire, je vais vous dire ce qui s'est passé. Alors, on avait porté plainte et le MINAT nous a invités chez lui. Nous sommes partis, nous étions à 17 personnes avec les maires à l'époque. Et il nous a dit que bon, cette histoire doit s'arrêter comme ça. Ça a été peut-être une erreur. Et donc, on doit continuer à fonctionner normalement. Eh bien, il nous a donné un papier qui nous permettait de fonctionner normalement. Mais l'UPC, ce n'est pas un parti qui est là pour la brutalité, la révolte et tout ça. Avec ces papiers, on croyait qu'on commençait à fonctionner normalement. Quand on se rend compte qu'il est contre le parti, et d'autres invitations, c'était toujours doublé. C'est pour ça qu'on a réintroduit la plainte. Mais vous avez une bonne information, c'est que j'avais d'abord retiré la plainte, puisque avec le ministère, il n'y avait plus de problème. Et comme j'ai vu que les choses ne marchaient pas comme la lettre l'indiquait, j'ai remis la plainte et la justice a donné... Pierre Balaguer-Côte, oui, il y a un problème à l'UPC. Le MINAT désigne un secrétaire général. Oui. Vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes le secrétaire général élu en 2017. Vous introduisez une plainte pour dénoncer cela. Le MINAT vous invite à une table de discussion. Vous y allez. Or, vous venez de nous dire qu'il y a eu, il y a quelques jours, il y a une rencontre qui a été initiée dans le sens de la réconciliation par des patriarches. Et vous avez refusé d'y aller. Parce que ceux mais qui Duval, vous permettez que vous terminiez la question. Vous ne voulez pas comprendre que je vous ai dit que on ne m'a pas invité. Et je vous ai dit que la réconciliation, ce n'était pas comme ça. Quand les MINAT nous a appelés, il n'y avait pas les journalistes, par exemple. Ça veut dire que ça là... Vous avez évoqué la gentillesse républicaine. Vous vous souvenez au moins de ce concept? Oui. Pourquoi vous n'avez pas évoqué le même concept quand il était question de mettre tous les UPCistes autour d'une table pour discuter? Pourquoi vous évoquez les statuts? C'est ce que je vous dis qu'il n'y avait pas tout le monde. Il y avait 18 personnes, sortant peut-être de deux... Vous voulez qu'est-ce que je peux dire? Vous dites ça, c'est la vérité en face.
Et je vous dis la vérité, vous voulez qu'on appelle 18 personnes, que moi j'ai vu et je connais lesquelles personnes étaient là. Et ça, apparemment, moi je vous ai dit que je n'ai pas eu d'invitation. Mais apparemment, ceux qui ont eu d'invitation ne sont même pas partis parce qu'on ne savait même pas l'objet. Mais tout au moins, aujourd'hui, vous reconnaissez que vous êtes planté sur cette affaire avec le Minat. Vous reconnaissez au moins quelle affaire? Sur cette affaire. Vous dites qu'il vous a convié, vous avez discuté avec lui, après vous êtes rendu compte qu'il vous avait berné entre griffes. Mais, Duval, je crois qu'on est en train de discuter de deux choses. Non, soyons... Non, on a fini avec la question de la réconciliation. Bon. J'ai voulu revenir là-dessus juste pour faire une sorte de... Vous avez fait un amalgame, là, j'ai plus rien compris. La question, c'est sur l'UPC. Votre bilan en tant que secrétaire général de l'UPC. Voilà. Comment vous avez mené l'UPC depuis 2007? Et vous avez indiqué que le MINAT, l'administration, les pouvoirs publics vous ont pas permis de bien travailler. Et la question, donc, c'est quel type de rapport vous avez avec cette administration que vous dénoncez? Bon, attendez, vous voulez qu'on aille sur une ligne droite? Nous sommes élus. Nous installons les coordinations régionales, nous installons les sections et nous installons les coordinations départementales. En 6 mois, il y en avait trop, comme aucun autre bureau l'avait fait avant. Maintenant, il y a ce problème qui se pose. Je dis que c'est du passé. Après 18 mois, vous vous rendez compte? Il y a donc la décision de justice. Et on recommence à travailler. Très rapidement, on a déjà mis la JDC en place. Avec un bureau national. Avec près de 1000 jeunes. Dans quelques semaines, dans 2 semaines, on va mettre l'UDFEC en place. C'est-à-dire la branche des femmes. Hein, c'est leur congrès qu'elles appellent l'Assemblée Générale. Ça sera à Ezeka. Où il y aura peut-être 600 participations. Mais dans l'optique d'avoir des assemblées générales nationales. Nationales, ça veut dire que toutes les régions doivent y être. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous avez vu le bilan des jeunes. C'est une fille du Nord-Ouest qui a été élue présidente. Donc on est en train de travailler. Pourvu qu'on ait le temps de le faire, on travaille. Donc moi, je ne peux pas dire que j'ai un bilan mitigé. Au contraire, je me dis que mais d'où me venait cette force? That meeting in Yaoundé, where you qualify as a meeting that brought together just 18 people, it's also important for you to let Cameroonians know that it wasn't actually a general assembly. They said that it was a meeting of officials of the party. Then the 18 could also be a number of some officials, not actually they were not official. Persons. They were not official. There were no official there. You say the patriarch. Yes. The patriarch does not mean official, it's social. You agree with me that patriarch is social. When you say patriarch, it's not official. Yes, and it means that there are top officials. When I say official, I don't mean official as in validated by the party. I mean top ranking personalities within the party. And you call them patriarchs as they came together. So that number of 18 could be a representative number already in terms of senior officials. No, they were not. I'm afraid they were not. Because in between, we have a bureau of 34 members. I think only one was inside the meeting. And then another one came and left. One was inside, another one came and left. Inside the bureau, the actual bureau, elected by the party. Now, if you go through the people, I did not see people from West. I did not see people from Northwest. I did not see people from the North. So, if you take the top ranking people, they were not. You take now the representation in the country, it was not. So there were, like I can say, an association of friends who wanted just to bring you the media to the... And they made a key declaration. They say it's a Yaoundé declaration. In the Yaoundé declaration... Assemblies mean what in UPC? We have in UPC committee director, that is steering committee, and then we have the Congress. When you say assembly mean what? It means nothing.
It's just that people want, you know, we are just losing time for nothing. The true thing is coming on the 13th of this month. We are losing time of nothing. And they wanted it. Maybe they have other things, because sometimes it's personal. People want personal position to do those things. They want people to see them. Maybe the administration, the government, to see them that so we have done. You invite them on the 18th. They are invited. Because I'm in the position to invite people. You say they use the wrong way to invite you. For example, have you used the right way to invite you? It's not even the wrong name. Assembly is nothing. It means nothing in our party. The wrong place, the wrong methodology, and then socially it was all wrong. When you are an old man, when you invite people, I'm getting old. I know how to bring people together. In effect, you are saying that what they call the Yaoundé Declaration is null and void. Very null. It's nothing. It's nothing. You cannot sit with some 18 people. You just want and write thing. Those you are calling about 18 people. One was one time a president of the UPC party. We have others who have also who was one time president of the. We had people like, we have the Patriot, and we had people like Mbila Simon, who was also there. We also had and people but like when you were and you are not. You cannot first yourself that I was minister, then I can. Is it the position of a party being a former minister? It's not the position in the party. They call people because they say they were a former minister. They were the signatory, the representative of the party when they were signing alliance. That is where their position in the party now. But this is not the position to rule the party. Docteur Pierre Balaguer-Nkoto, vous remettez en cause la qualité de ces camarades militants qui ont participé à cette assemblée convoquée par certains patriarches de l'UPC. L'observation qui est faite, c'est qu'entre deux congrès de l'Union des populations du Cameroun, le principal sujet à l'ordre du jour de l'UPC, c'est les querelles de leadership, des divisions internes entre plusieurs responsables qui revendiquent la tête d'une faction. Comment expliquer cela? Est-ce que c'est ça le seul programme existant au sein de l'Union des populations du Cameroun? Quand vous faites une peinture fâcheuse de l'Union des populations du Cameroun comme ça, là, je ne peux pas être d'accord avec vous, Cédric. Ce n'est pas comme ça que l'Union des populations du Cameroun fonctionne. Mais dans ces pays, beaucoup de partis ont des problèmes. Moi, je ne vais pas citer, mais vous connaissez. Parce que vous êtes journaliste, vous avez beaucoup plus d'informations que moi. Hein. Il y a beaucoup de partis qui ont des problèmes. Il y a des problèmes, j'entends des partis, les gens qui font de leur parti et tout ça là. Bon, même les partis au pouvoir, je crois, il y a des gens qu'on a enlevés, on a régné et tout ça là. Mais pourquoi quand ça vient à l'UPC, vous faites un tableau aussi noir que ça? Bon, on a des problèmes que tous les partis nationalistes ont. L'ANC a eu beaucoup de problèmes à l'époque. On a même dû créer l'Inkata pour empêcher l'ANC de fonctionner. You know it. On a mis l'autre, la Boutelésie là. Mais à un certain moment, l'ANC avait des problèmes. Même à l'intérieur, il y avait des problèmes de leadership. Vous connaissez ça? Quand on appelait même Nelson Mandela, il n'était pas d'accord avec les autres. En l'occurrence, le père de l'ancien président, de celui qui a remplacé Nelson Mandela lui-même, il n'était pas d'accord avec lui. Mais les partis fonctionnent comme ça parce qu'il avait accepté la négociation. Les autres ne voulaient pas la négociation. Mais les partis fonctionnent comme ça. Là. On ne peut pas peindre l'UPC comme un tableau noir. Nous savons que nous avons des problèmes. Je vous en prie. Nous savons que nous avons des problèmes parce qu'après la guerre de l'indépendance, des gens sont partis en France, d'autres sont partis en Angleterre, l'Indien, Toumaza, d'autres en Allemagne, d'autres en Algérie, d'autres au Ghana, d'autres au Congo, ils y sont encore. Et quand ils reviennent, ils n'ont pas la même idéologie. Et il y en a qui sont des fidèles qui disent que on est dans... Et vous avez appelé quelque chose de fondamentaliste. Qu'est-ce que c'est que le fondamentalisme même était aujourd'hui? On était là pour la guerre de libération, c'est fini. Il n'y a plus de fondamentalisme. Il faut regarder de l'avant. Justement, c'est ça. Il n'y a pas de fondamentalisme aujourd'hui. Oui. Il faut regarder de l'avant pour voir qu'est-ce qui fait que les pays africains et le Cameroun soient bloqués. Et
Et c'est de ça qu'on va parler, le 13. Vous ne pouvez pas venir dire que vous êtes fondamentaliste par rapport à Wandji Ernest. Il a fait ce qu'il avait fait à faire à cette époque-là. On l'a tué, mais ils ont libéré le Cameroun. Je vais vous relancer pour permettre de poursuivre votre raisonnement. Oui. Aujourd'hui donc, les UPCistes que vous êtes, votre génération, c'est ça. Quel est votre objectif? Quelle est votre mission? Frantz Fanon, vous le connaissez, indiquait, je crois que c'est dans les derniers de la Terre, que chaque génération, dans une relative opacité, découvre sa mission et choisit de l'accomplir, de la remplir ou de la trahir. Il y a eu une première génération des UPCistes autour de Ruben Oumyobé, Ernest Wandji, entre autres, qui avait pour mission la réunification et l'indépendance du Cameroun. Il y a eu une autre génération qui est arrivée par la suite et qui travaille pour la vraie indépendance du Cameroun. Votre génération d'UPCistes aujourd'hui, avez-vous découvert votre mission? Si oui, quelle est cette mission? Et est-ce que vous êtes en train de l'accomplir ou bien vous êtes en train de la trahir, comme on le voit avec notamment cette balkanisation de l'Union des populations du Cameroun aujourd'hui? Alors, là je suis un peu content, parce que vous êtes en train de lever le débat du Val. Et c'est ça que les gens qui nous regardent attendent. Voilà un parti qui est créé sur fond du nationalisme. Et l'un des premiers pas du nationalisme, c'est de débarrasser de la colonisation. Bon, et de construire un État. Bon, on s'est dit, avant cette colonisation, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a la guerre, il y a l'Allemagne qui nous colonise, mais les gens, quand ils viennent traiter le cas du Cameroun et du Togo, ils décident que, par Woodrow Wilson, qui était le président des États-Unis, parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est les États-Unis qui ont soulevé ça. Ils nous mettent sous mandat. Et non seulement sous mandat... On n'est pas seul à la SDN tout de même. Oui. Et on nous divise à deux. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un pays, on dit qu'une partie va en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, une autre partie va en France. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Ce qui s'est passé, on sait qu'on a fait ça au Cameroun et au Togo. Pour le Togo, quand l'indépendance vient, ils n'ont pas un parti comme l'UPC, tout le Togo anglais va au Ghana. Et pour le Cameroun, on a un parti de libération qui veut l'unification avant l'indépendance. Bon, tant bien que mal, il y a une partie qui était à majorité musulmane, qui est répartie au Nigeria, et la partie du Sud-Cameroun revient au Cameroun. Mais on se pose toujours la question, comment est-ce que vous trouvez un État pour le diviser entre deux pays colonisateurs? Maintenant, on reste toujours avec le nationalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Après la libéralisation, c'est que la nation est au-dessus de la tribu, elle est au-dessus de la tribu et au-dessus de l'individu. Et même si la nation est au-dessus de la tribu et au-dessus de l'individu, ça veut dire que vous regardez d'abord à faire des routes avant d'avoir des maisons individuelles pour vous-même. C'est que vous ne devez pas être assujetti aux importations tout le temps. Parce que dites-vous bien, si nous importons des avions, nous importons des voitures, nous importons des motos, mais on ne peut même pas fabriquer des bicyclettes, c'est un problème. On ne peut même pas fabriquer des ventilateurs, ça vient toujours de Chine. C'est ça le nationalisme, dire que autant vous êtes des grands journalistes, que vous excellez dans votre travail, mais autant des ingénieurs qu'on a formés ici doivent exceller dans la qualité de fabrication, autant les pharmaciens doivent exceller dans la qualité de fabrication des remèdes, autant des agronomes doivent exceller dans la production agricole, que d'importer 117 milliards de riz par an. Voilà le vrai problème qui se pose dans le nationalisme. Mais si nous pensons aujourd'hui que nous allons rester là pour les guerres de positionnement et individuel, nous avons complètement raté de coche. Complètement raté de coche. Parce que avant de parler de l'opposition et des gens qui gèrent, il faut d'abord une idée. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que l'Afrique va? Est-ce que vous êtes d'accord que même les petits micros comme ça, on ne peut pas fabriquer?
Est-ce que vous êtes d'accord que vous allez le matin, vous allez dans une boutique, vous achetez des laits et tout ça, des bonbons et tout ça qui viennent de l'Inde? Est-ce que vous êtes d'accord que vous allez dans tous les ministères, vous trouvez toutes les choses qui sont là sont importées de l'Asie? On va où? Et donc c'est des problèmes qu'on va discuter. Et que un parti de libération, le parti nationaliste, doit faire, et c'est ça qui nous appelle la main de chômage du Val. Parce que si vous ne fabriquez rien, vous devenez des commerçants, des gens qui fabriquent tout. Et vous voyez des gars costauds qui vendent des sweaters gorgés le long de la rue et ils n'ont rien à faire. Et vous parlez de chômage, si vous fabriquez, vous allez travailler quoi? Et nous avons l'école polytechnique, quand on a l'école de travaux publics, et vous voyez ici en route, vous allez trouver les Chinois qui sont en train de faire les routes en plein Douala. Et même une fois, j'allais vers la Sanaka Mitrim, je les ai trouvés là-bas pour faire des petits ponts. Et voilà le problème aujourd'hui. Et si on s'attache à venir parler des petits problèmes des individus qui ont fait ci, bon, vous avez fait l'alliance, vous n'avez pas fait l'alliance, on va même d'abord où avant de faire l'opposition? Qu'est-ce qu'on veut de notre pays? Pourquoi on a des universités? C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous croyez que vous êtes tous des UPCistes? Et dites-vous bien, ce n'est pas les PhD, moi j'en ai. Ce n'est pas des diplômes d'ingénieur. Il y a des gars qui sont nés, des skilled people. Ils sont nés avec ça. Moi j'ai un petit neveu au village qui fait des pressoirs à huile. Il n'a pas fait le cours moyen 2. Mais il gagne des marchés. Il y a des enfants, ils vous regardent ça. Pendant 1 an, ils vous fabriquent ça. Et c'est ce que les Chinois ont fait. C'est ce que la Corée a fait. Et on ne fait pas ça. On passe tout le temps à nous insulter. Bon, d'autres disent, oh, moi j'ai fait l'empoisonner et tout. Ça va nous amener où? Ça ne nous amène nulle part. C'est pour cela que on doit s'entendre à partir du 13 septembre, août. On voit qu'est-ce qu'on doit proposer à notre pays. Ce n'est pas les querelles que tel machin, ce n'est pas ça. Vous organisez une réunion pour dire que vous voulez seulement le fonctionnement du parti. Qu'est-ce qu'ils ont parlé du pays au cours de cette réunion de 18 personnes? Rien. On ne fait pas la politique pour un parti politique, on fait la politique pour le développement d'un pays. Mais l'Union des populations du Cameroun a été au pouvoir avec Augustin Frédéric Kodok, ministre de l'agriculture, justement un domaine important pour sortir le pays de la dépendance alimentaire. Et vous étiez inspecteur numéro 2 dans le cabinet du ministre de l'époque, Frédéric Kodok. Vous avez fait vos classes, votre parcours près de 13 ans au sein du ministère de l'Agriculture. En tant qu'ingénieur agronome, vous avez suivi les agriculteurs au sein de l'assaut des KO. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, je vais vous dire pourquoi ça n'a pas marché. Je vais vous parler de moi-même, en tant que technicien, pas en tant que diplômé. Bon, pourquoi ça n'a pas marché? C'est que, vous savez, il y a une répartition des tâches mondiales qui veut que la répartition du travail veut que les Africains soient les producteurs de matières premières, les Chinois maintenant, les Asiatiques sont les gens qui fabriquent, et les Européens, les Occidentaux sont des investisseurs. C'est comme ça qu'ils ont réparti. Vous le savez très bien. C'est ce qui se passe. Bon, maintenant, voilà ce qui s'est passé. On avait une agriculture où, par exemple, on achetait les produits phytosanitaires, les engrais, on distribuait aux paysans. Il y avait du chaos, et il y avait l'assaut des chaos. Je ne sais pas si à l'époque vous étiez même né, mais il y avait du chaos qui fonctionnait très très bien dans la zone de l'Ouest. À un certain moment, ils ont décidé à la Banque mondiale, le FMI, qu'il faut démanteler toutes ces coopératives. Et ces coopératives faisaient même les routes. La Sodecao faisait des routes. Ils ont dit non. Maintenant, il faut la libéralisation, chacun s'occupe de ses choses, on ne fait plus des trucs comme ça là. On a fait tomber des choses à terre. Si bien que même avec votre propre technicité, tant que la politique est décidée ainsi, pas seulement pour le Cameroun, mais pour l'ensemble des pays, comme ils appelaient, du tiers-monde, ça créait un problème. Et à partir de ça, les soderies, tout a été en l'air. Vous avez, à l'époque, il y avait
les sociétés qui donnaient même de l'argent, les crédits agricoles, les Fonadères et tout ça là. On a démantelé tout ça en quelques 8 ans. Je continue à vous dire. L'UCAO était une grande, mais il y avait dans Charles Kaplandé et tout ça là, il y avait dans chaque département des coopératives. Ils ont démantelé tout ça. Nous nous trouvons donc, et moi j'étais très jeune, j'ai été chef de service de lutte phytosanitaire. On ne doit plus acheter les pesticides pour donner aux gens pour produire. Du coup, la production a commencé à descendre, puisque les gens n'avaient pas de moyens de faire cette production. Et donc, on arrive à des pays qui n'ont pas de titre foncier, comme il disait, c'est-à-dire nous ne sommes pas indépendants, on n'a pas un titre foncier. Nous sommes des pays qui, comment est-ce que vous appelez ça? On a un morcellement d'indépendance. On n'a pas un titre foncier, on a un morcellement. Parce qu'on doit suivre ce qui vient de l'extérieur et notre politique est définie de l'extérieur. Et du coup, on est arrivé à des importations massives. C'est pour cela qu'il faut sauver un parti qui a une idée nationaliste. Et qu'il faut que les jeunes comprennent ça. Parce que mon problème avec les 18 dont vous parlez là, mon problème c'est que j'ai dit qu'il faut mettre les jeunes dans le parti, à 70% et les femmes. Parce qu'il faut qu'on construise dans le mental des jeunes les idées nationalistes. Il s'agit de ça en Afrique et au Cameroun. Donc, je vous donne les raisons pour lesquelles l'agriculture a... Mais vous insistez plus sur les institutions financières internationales, mais elles ont constaté qu'il y avait la corruption et la mauvaise gestion des entreprises publiques dans le secteur agricole et avaient préconisé une restructuration de plusieurs sociétés qui avait abouti à la fermeture de certaines d'entre elles, à la dilapidation des biens pour l'UCAO, par exemple, avec son président du conseil d'administration, qui est le chef Sokudjou, qui avait, dans une émission La Vérité en face, indiqué qu'il avait laissé plusieurs milliards de francs CFA en liquidité dans cette structure qui devait continuer en principe de fonctionner. Est-ce que là aussi, il n'y a pas la responsabilité des pouvoirs publics dans la préservation des acquis? C'est un langage sophistiqué des finances que vous êtes en train d'utiliser. Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Je vous dis qu'il y avait la SODECAO qui faisait des pistes rurales. Et la plupart des pistes que vous avez dans le centre et le sud, c'est la SODECAO qui a fait ça. On a démantelé ça. Ce n'est pas parce qu'on a mal géré, c'est parce que c'était une décision internationale de dire que nous entrons dans le libéralisme, un libéralisme foudroyant. Il s'agit de ça. Et je vous répète que ça montre que l'indépendance n'est pas la bonne, qu'on n'a pas un titre foncier, qu'on a un morcellement. Donc vous rejoignez le courant des fondamentalistes qui estiment qu'il faut lutter justement contre ce néocolonialisme. C'est ça qu'on appelle le fondamentalisme. Moi, je sais. C'est par rapport à l'upécisme orthodoxe. Qui est quoi que moi je ne comprends pas. Non. Il ne faut pas, quand on avance, on a élevé le débat. Il ne faut pas que les gens trouvent les termes, ce n'est pas des slogans pour venir rabaisser ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce que je suis en train de faire avec vous, vous m'avez invité dans l'histoire de l'agriculture. Je vous ai dit à partir de quel moment notre agriculture a commencé à sombrer. Et vous êtes d'accord qu'à un certain moment, dès que ça s'est fait comme ça, les tonnages, la production de cacao, de café, tout ça, ça a périclité. On a essayé de tout faire. Jusqu'alors, bon, ça ne marchait pas. Les gens sont en train de penser que peut-être qu'il faut revenir à ces formes antérieures qui seront financées autrement. Le gouvernement a parlé de mécanisation agricole, agriculture de deuxième génération. On a relancé une subvention partielle de certains engrais et intrants agricoles accordés aux organisations paysannes. Est-ce que ça a résolu le problème? Je ne pense pas que, à mon avis, que de manière centralisée, on puisse faire quelque chose. Arriver au niveau où nous sommes arrivés, il faut décentraliser la gestion. Moi, je vous prends un petit exemple.
si on a 5400 milliards de francs, mais donner 2 milliards à chaque commune, sur les 347 communes que nous avons, ça fait moins de 700 milliards. Mais si vous donnez 2 milliards à chaque commune pendant 5 ans, il y aura des choses qui vont se faire, même sur le point de vue agricole. Donc là où nous sommes maintenant, arriver à ce niveau, parce que si les ressources deviennent partagées dans une décentralisation réelle, les gens, ils sauront quoi faire et ils n'auront plus la dictée et des institutions internationales. Parce que c'est l'un des bénéfices de la décentralisation, c'est que de manière locale, les gens peuvent se développer. La première fois que j'ai mis pied en Angleterre, j'étais à Banbury. J'étais chez Margaret parce que quand vous arrivez là-bas, on vous met dans une famille pour vous habituer à l'accent anglais. Mais elle n'avait jamais été à Londres. Elle connaissait que son mère, Margaret. C'est parce qu'elle est vivante encore. Elle connaissait que son mère. Donc, tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que les politiques doivent être les politiques décentralisées. Et chacun peut savoir comment il va... Mais cette décentralisation, elle a été définie au terme des assises qui se sont tenues à la fin des années 90. En 96, il y a une nouvelle constitution. Année 2004 et 2006, de nouveaux textes sur la décentralisation. Pour vous, telle qu'elle a été menée par le gouvernement, est-ce qu'elle a permis de résoudre les problèmes de développement local? Non, je ne pense pas que c'est... Vous allez... La décentralisation vient en 1954, lorsqu'une lettre signée d'Abel Kingue et Oumiobe est envoyée au commissaire pour lui demander de faire des assemblées régionales avec des pouvoirs réels et que l'Assemblée nationale sera là pour donner des orientations. C'est en 1954. Bon, je m'excuse de ne pas avoir ça, je vais vous envoyer les documents là. Et il continue. Il continue en décrivant comment ça devrait se faire. Bon, quelques 54, peut-être vous dites qu'on a fait une loi sur la décentralisation. Bon, on a mis ça en place. On vient de faire les élections. Ceux de nous qui sommes dans les partis politiques, notre rôle, c'est de nous activer avec vous qui gérez les médias pour dire que c'est pour faire en sorte que cette décentralisation soit vraie et effective. C'est ça qui fait que le pays va augmenter. Vous avez un rôle, j'ai aussi un rôle en tant que politicien pour que ça soit comme ça, parce qu'avec la décentralisation, notre pays va voir le bout du tunnel. And this decentralization too, others say it's decentralization is just a name that means the same thing to them, like federalism, because they think that all is about giving powers to the peripheries, giving powers to the local people. But in one of your interviews on Equinox, by then during one of the programs in Yaoundé, you said that your party does not at one point in time want to identify with people who think that there should be some sort of, anyway, federalism, confederalism, and some sort of governance structure that will be like bringing Cameroon to a similar unit. Yes, but you have a good memory. That is good. You are young, it's good. What I said it because when you come back to the history, UPC was a member of Rassemblement Démocratique Africain with the objective of One Africa, the Pan-Africanism. Then, at this time, we called them by any means have two countries before going to another federation. Our problem was, we know that with the micro-states, we cannot progress. Then we were thinking to carry the Pan-Africanism. You know what happened with Kwame Nkrumah, and he was the man who was chosen to do this thing. So, at this time, UPC was not does not agree with the federalism because we wanted the federalism in the African level. But now, what I'm telling you, the federalism, even if you do federalism, you will have two states. And even then, you will still have a problem of centralization.
because two-state federalism cannot solve the problem. The problem is to bring the local development, because in the level of division or subdivision, the people know what to do for their own development. And just like Juval asked you, that sometimes it is important for the needs and the priorities of political parties to change. Mm-hmm. It changes sometimes based on generations, based on the needs of the people. Cameroon, with its setting today, puts it like many believe that it is very important, just like you say, that powers should go to the local levels. Mm-hmm. And we also want to look at the security context and the challenges, socio-political challenges faced by Cameroon. Many are for the fact that there should be some sort of that federalism or some decentralized manner in which there will not only be the need to send resources to the local level, but do also governance to the local level. It could not only be 2 states, it could also be 10-state federation. Okay, but what is important for our country is the development, because UPC was unity of the country, independence, and standard of living of population growing. It means that the UPC has no problem with some federalism in Cameroon. That's why I'm telling you, as long as we can develop, this discussion for me is philosophy. It's philosophic. As long as we can find a means to develop ourselves, and we know that this means can bring security and peace, then we can do it. You talk, but to talk about 2-state system, where you have the Anglophone and the Francophone, for me is more cultural than economic. And I don't believe that it can solve a problem. But of course, we had a good country. If you went outside this country, when this country was strong, before this war, people, the Cameroonians, were appreciated. Well, we will see if it is the best option. It's not because you have been together. You have been together yesterday that you are together tomorrow. And it also means that in 2018, for example, when there were calls for a unique candidate from the opposition, there were calls for the opposition to unite and form a stronger force. You were speaking in that interview, you said, no, we can stand with this, we cannot stand with this. UPC, for example, will not want to align with some people who are talking about a form that will disintegrate Cameroon, for example. It means that you have shifted from that position. Well, what I'm telling to you, you brought me to tell you what I have in my political human being. I just tell you that what is needed is the development and the welfare of the people. You agree with me. Whatever the form of state, what we need is the welfare of the people. Nous parlerons d'unité, du vivre ensemble, de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest dans la deuxième partie de cette émission. D'abord une courte pause. Dr Pierre Ballet-Guelcote. Vous m'avez demandé moi-même qu'est-ce que je fais. Mais je vous ai dit, en tant que technicien, j'ai trouvé qu'on faisait les moutons avec les avions. Mais allez d'abord dans votre... Peut-être, il faut que je finisse. On va en parler tout à l'heure, Okay. Je vous en prie. Observons une courte pause. Dans l'émission La Vérité en face, invité Dr Pierre Ballet-Guelcote, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Une courte pause dans cette émission.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face. Invité ce soir, Dr Pierre Balé-Galcote, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, ingénieur agronome, titulaire d'un PhD en génie agricole, spécialisé dans l'utilisation des pesticides, et notamment dans le domaine de la santé publique et dans le secteur agricole. Dr Pierre Balé-Galcote, l'utilisation des pesticides, avant qu'on y arrive, vous étiez en train d'évoquer les questions d'unité, de vivre ensemble au Cameroun. Lorsque vous observez aujourd'hui l'attitude des Camerounais, la gestion du pays, les discours qui sont de plus en plus extrémistes, qui circulent sur la toile, sur les réseaux sociaux, dans l'espace public, avez-vous le sentiment que cette unité est préservée? Avez-vous le sentiment que ce vivre ensemble est encore aussi solide qu'il était avant? Bon, moi, je vais vous donner mes observations. Bon, il y a les problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a les gens qui se déplacent du sud-ouest et du nord-ouest vers les zones francophones, même dans les villages. Et ils sont extrêmement bien accueillis. Je crois que vous vivez la même expérience que moi. Ça veut dire que la notion de nation, d'une seule nation au Cameroun, a été réellement assimilée par les gens. Moi, je n'ai jamais vu, je suis là dans mon quartier, là où j'habite Mendon, qui est déjà peut-être à 40% anglophone. Je n'ai jamais vu des gens qui disent les gens ils vivent ensemble. Maintenant, si les gens pour des placements et des positionnements politiques amènent des discours haineux et que vous êtes comme moi de l'union des populations du Cameroun, vous avez deux significations pour ce sigle. La première signification, c'était que comme on voulait la réunification, c'est les populations de la partie anglophone qui s'unissaient avec les populations de la partie francophone. Ça faisait l'union des populations de Cameroun en deux blocs. Et après, on savait qu'on était un État multi-ethnique. Je crois que ces histoires-là, Chine a beaucoup parlé de ça. Je crois que lui, il était un peu sceptique en parlant de conquête des nations. Bon, on parlait de conquête des nations d'ensemble et tout ça là. Il se doutait qu'on ait déjà formé une nation. Mais au fil du temps, la nation s'est formée. Ce que, n'ayant rien vécu, parce que moi je suis né dans un camp de concentration, ceux qui n'ayant jamais vécu ce qui s'est passé avant, parce qu'on coupait les bras des gens. Je le voyais étant petit, viens là on coupe. Parce que vous faites la guerre de l'indépendance. Parce qu'on a pris votre frère, on vous coupe. Devant les gens, on a réuni les gens, on coupe. Ce qui, dans un pays qu'on a bâti, amène le tribalisme. Parce qu'ils veulent se positionner. Vraiment, je crois qu'ils n'ont même pas la place dans ce pays. Parce qu'ils ne comprennent absolument rien de ce qui s'est passé dans l'histoire de ce pays. Bon, comme les réseaux sociaux sont là pour aider ces genre de choses, parce que je ne peux pas admettre que vous pouvez, quelqu'un puisse s'asseoir dans votre plateau et amener ces langages. Malheureusement, ça se développe dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on arrête ça. Et je vous ai dit tout à l'heure, ces choses-là ne nous amènent nulle part. Parce qu'on doit d'abord se considérer comme les Africains. Et puis comme les Camerounais. Si nous ne faisons pas ça, vous allez voir, aucune tribu ne peut être au-dessus d'une autre ici. Ça ne s'est comment on fait au niveau des pouvoirs publics pour garantir cette unité en luttant de façon efficace contre ces discours haineux et ce tribalisme-là? Est-ce que vous avez le sentiment que la volonté étatique y est? Bon, moi, je ne sais pas si l'État que je connais là, le gouvernement que je connais là, encourage les discours haineux. Je ne pense pas. Ils feraient ça pourquoi? Ils n'ont même pas
Qu'est-ce que ça leur apporte? Rien, au contraire. Quand vous gérez un État, vous voulez que tout le monde soit ensemble. Maintenant, je ne sais pas si votre question se rapporte autrement. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez que... Non, ma question est celle de savoir si face à la recrudescence, à la montée de ce fléau, les pouvoirs publics prennent les mesures efficaces. Est-ce que les moyens qui sont mis en place pour pour empêcher, pour lutter contre ces discours, est-ce que ces moyens sont suffisants? Est-ce que vous voyez une volonté réelle des pouvoirs publics de mettre un terme à ces discours extrémistes? Moi, je ne vois pas une volonté des pouvoirs publics d'encourager ces discours extrémistes. Ce que je dis vraiment, c'est que nous qui sommes les politiciens, nous devons faire très attention. Vous qui êtes les journalistes, vous devez faire très attention, parce que c'est ces deux pans. En dehors de ça, parce que c'est là où ça peut sortir, les médias et les politiques. Je ne vois pas le rôle que le gouvernement peut beaucoup jouer en ça. Sauf que, je vous ai dit tout à l'heure que la décentralisation, c'est une bonne chose. Parce qu'il faut que les gens vivent bien. Parce que chaque fois qu'il y a le bien-être, il y a d'autres choses, d'autres fléaux qui s'éliminent. Some political analysts talk about a divide and rule system in politics. That when hate speech comes out, it's a weapon for political actors, politicians to use to divide the people in order to better rule them. Is that not a strategy in politics? You are a politician, and Cameroonians want to know if hate propagated can help politicians, be they of the ruling class or those of the opposition at one point in time. This thing you are talking, it's not a politician who said, it's Machiavelli. It's a philosophy that you divide to rule. It's not politics, it's Machiavelli who said it. Okay, politically. Politically, they say it. Okay, if you think, and if you have the real example where they are dividing people to rule them in Cameroon, well, this way you are a journalist. For me, I'm saying that whenever your position is, you should fight that those things should not arrive. People, if you go, I'm an elder in the church. If you go to my church every Sunday, after the normal session, they are what we call annonce, and then they are marriage. As time is passing, this is Basara Church. People marrying together are less and less from the same tribe. In this church I am. Start following it. Even today, I come from the church this morning before coming here in Yaoundé. So the people, you can, there is nothing you can do. Those people they are wasting their time. And you, the young generation you are not like us. When you look at some people, you say, this is Mbassa, this is Mbamleke, this is Renangoufou. This thing will finish. Docteur Pierre Balé-Guelcote, pensez-vous qu'il existe un tribalisme d'État au Cameroun? Le tribalisme d'État, ça signifie que on ne choisit que les gens d'une même tribu pour leur donner les moyens. C'est ça que vous voulez dire? Parce que je voudrais comprendre la question. Quand vous parlez de tribalisme d'État, il faut pas que ça soit une mission philosophique. Que c'est dans la pensée. Posez-moi la question directement, ce que ça veut dire. Plusieurs activistes politiques et acteurs sociaux estiment que ceux qui dirigent le Cameroun orchestrent un tribalisme pour stigmatiser des adversaires politiques, pour empêcher d'autres Camerounais d'accéder à un certain nombre d'épanouissements sur le plan social et économique, et discriminent pour des fins politiques. Qu'en pensez-vous? Oh, c'est une question un peu glissante que vous êtes en train de me poser. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des faits de société. Cette histoire-là. Lorsqu'il y a la guerre d'indépendance, tous les Bassas sont taxés de maquisards. Et après les Bassas, les Bamlékés sont taxés de maquisards.
Ça a évolué comme ça. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ce logiciel utilisé à l'époque par le pouvoir colonial a changé aujourd'hui avec le pouvoir en place actuel? Je pense que ça a eu beaucoup de répercussions. Bon, ça a eu beaucoup de conséquences. Bon, quand il y a le coup d'État de 6 avril, il y a des tribus des gens qu'on dise que c'est eux qui étaient dans ce coup d'État. Avant même le coup d'État où on a tué Wandji et tout ça là, avec la guerre, tout ça, il y avait 2 tribus qui étaient dans ces histoires-là. Bon, après, on met les gens en prison, les gens disent que oh, c'est les gens qui viennent d'une tribu et tout ça là. Bon, c'est des phénomènes de sociaux, mais il ne faut pas s'attarder à ça. Il ne faut pas s'attarder à ça. Pourtant, il y a plusieurs écrits de Ruben Omniobe insistant sur la lutte contre le tribalisme, justement, et s'adressant à l'époque aux dirigeants, aux tout premiers dirigeants camerounais sur le danger de la tribalisation de la scène politique et des solutions envisageables pour éviter que les Camerounais ne sombrent dans des replis identitaires, pour qu'ils portent la tribalité pour former une identité Cameroun. Et pour vous, aujourd'hui, vous estimez que ce sont des faits sociaux qu'il faut reléguer au second plan? Non, je ne dis pas ça. Mais vous dites, même à l'époque, vous savez, le docteur Moumié, qui était le président, c'était un Bamoun, mais sa femme était du Sud. Wandji Ernest a laissé des enfants de Demi-Bassa. Donc, vous comprenez que c'est des gens qui réfléchissaient autrement. C'est des gens qui réfléchissaient autrement. C'est pour ça que je dis que les gens qui croient aujourd'hui qu'ils peuvent venir fonder le tribalisme au Cameroun, ils se moquent d'eux-mêmes. Ça ne va pas tenir. Vous allez voir. Vous êtes plus jeune que moi. Peut-être je serai sous la tombe. Mais vous allez voir que l'affaire là ne va pas tenir. Parce qu'on ne peut pas. Je vous en prie, permettez qu'il développe. On ne peut pas dans un pays où les gens cherchent à se développer. Il faut condamner les gens qui amènent cette histoire-là. Parce que ça ne peut pas donner. Vous ne pouvez pas être dans un pays. Il y a des pays au monde que lorsque vous allez dans un quartier, on dit que c'est les gens qui viennent de telle contrée. Mais ici, là, les gens sont mélangés. Les gens sont mélangés et vous amenez des discours comme ça là. Ça veut dire que vous ne voulez même pas le développement. En tout état de cause, nous avons parlé de la décentralisation. Je crois qu'on doit mettre ça en place. Et l'État, au niveau de la première chose qu'on doit combattre, c'est cette histoire de tribalisme. Il faut combattre ça. Moi, je ne peux pas vous dire comment ça doit se passer. C'est même pour cela, peut-être, s'il y a des frustrations, il faut revenir dans les affaires d'équilibre régional. On met les autres, on fait que tout le monde se retrouve là-dedans, peut-être dans un concours. Mais vraiment, c'est la pire des bêtises qu'on peut faire au Cameroun. Alors, pour l'équilibre régional, par exemple, vous serez favorable que l'UPC se retrouve au sein d'un gouvernement d'union nationale, placé sous la présidence du chef de l'État Paul Biya, avec un poste comme celui qu'avait l'ancien ministre Feu Frédéric Kodok. Est-ce que vous serez favorable à ce genre d'équilibre politique? Quand vous regardez aujourd'hui dans notre pays, vous ne voyez pas que la voie de sortie de la crise, c'est de fédérer les énergies politiques. Il s'agit de ça, mais dans un courant idéologique bien défini avec des objectifs précis. Dans un gouvernement d'union nationale dans lequel l'UPC sera représenté et qui participera à faire sortir le pays de la crise. Écoutez, voilà, dans beaucoup de pays, ce qui se passe lorsqu'on forme un gouvernement. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui ont évolué très rapidement, même avec un seul parti politique en Asie. On ne peut pas trop dire que la Chine était un multipartisme. Bon, il y a certains de micro-partis qui étaient là-bas. Mais ils ont choisi une option de développement qui sont partis copier en Occident et l'ont rapidement exploité. Et en quelques années, 30 ans je pense, la Chine est sautée. Donc ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre dans la tête des gens le nationalisme.
et prendre des cadres partout où ils sont pour que... Parce que, dites-vous bien, quand on met un ministère, il doit être justifié soit de son appartenance politique, d'une expérience politique, soit être un technocrate. Quand vous avez ces deux choses, comment est-ce que la Corée du Sud, Malaisie, vous qui êtes des anglophones, tous ces pays que l'Angleterre, le Royaume-Uni a colonisé, comment ils ont évolué? Il y avait pratiquement des technocrates dans tous les postes. Mais à chaque fois qu'il y a eu un remaniement ministériel, on a suivi les communications officielles vanter l'arrivée des technocrates au sein du gouvernement, des différents gouvernements du président de la République, Paul Biya. Quand on regardait les profils, on avait des experts dans le domaine des finances, experts des questions d'ingénierie, experts dans le domaine agricole, ceux qui ont eu une expérience importante dans l'administration des entreprises ou ayant fait leur classe au sein du gouvernement. Pourquoi, malgré cette expérience des hauts commis de l'État, le Cameroun n'a pas connu ce décollage économique comme les dragons d'Asie? Vous avez parlé des finances. On a des réponses positives qui nous viennent des finances ces derniers temps. Parce que là-bas, il y a un technocrate. Donc, il faut un peu, dans la technocratie, avoir un peu de patriotisme. Parce que là-bas, j'ai justement entendu parler de là-bas de réduire les importations. Et ça, c'est le patriotisme. Et ça ne m'étonne pas qu'ils aient de bons résultats de ce côté-là. Bon, vous posez la question de savoir, je ne sais pas comment ça s'est choisi un gouvernement, mais vous m'avez posé la question. Je vous ai dit qu'il faut fédérer les énergies politiques pour faire évoluer le pays. Parce qu'il s'agit de ça, pas autre chose. Est-ce que vous êtes en train de faire un appel de pied au pouvoir en place? Je vais répondre à votre question. C'est vous qui m'avez posé la question. Je réponds à votre question. Vous parlez de l'appel de pied. Bon, c'est vous qui m'avez posé la question. Et moi, je réponds à votre question. Now you are talking about this kind of this structure. How do you see it? How will it go about? Given that we have over 300 political parties in Cameroon, for example, what should be the criteria? How should it be operated? You trust all the political parties of this country. I know they are legalized political parties. Yes, they are legalized, but they are not political parties. If you are a political party, you should have what they were saying, they asking me, Bilan, what have you done? How many structures do you have in the country? You are coming even from where? You can be leader of political party tomorrow if you want to. But this is not a political party. It's just a legalized party. Political means that you are doing politics. You can have a legalized party, but you are not a political party. Mais si on fait valoir le critère de la représentation dans les institutions, l'UPC sera écarté. Non, mais ça veut dire que vous ignorez que l'histoire existe. C'est pas le compte des critères. Vous ignorez les critères pour que les gens participent à un gouvernement d'union nationale. Non, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous posez le problème, l'ANC a été un parti qui n'était pas au gouvernement pendant 83 ans. Mais vous ne pouviez pas dire que ce n'est pas un parti politique. C'est aussi simple que ça. Qu'on ne peut pas enlever ce qui a été. Jean-Jacques Rousseau disait que même si Dieu créait une autre terre ou un autre ciel, il ne pourra pas faire que ce qui a été n'a pas été. Vous tous là, qui sont en face de moi. Oui, vous avez le sang l'origine des inégalités. Mais because you are still in my question, you are still in my question before yes. Duval asks you. You still talking about. You are trying to say that you are saying actually that some political parties, in other words, are not serious because they are not seen on the field. No, I'm not. You are talking about serious. This is your word. They say they are not serious. I'm saying that they are not political party. They are party. They are not political. They are party. I can call them that. Because you have to justify what you are doing in the field to be a political party. That's the criteria that how can you justify? That's the criteria that yes, setting. You have just a paper, and you have done nothing in the past and in the present.
And there is no sign that you will do something in the future. You say that you are a political party. Doug, you are talking about some people. I mean, if every leader of each of these political parties were to come here, they'll probably be telling you what they have done, right? I'm not sure. You know UPC, you know UNDP, you know CPDM, you know SDF. I'm sure you know MRC, you know and I'm sure that at least you know 7 political parties. The 300 you are talking about, you don't know them. Even being a journalist like you are, you don't know them. It's sure you don't know them. Then they are not. It means that they should not at least be considered in anything that has politics to do is serious more than that, and we are talking about the development of the country. National unity to effectively develop Cameroon. And you also have to remember that you are raising the need for people who have got the intelligence to be part of every move that will push Cameroon ahead. Some of these leaders too, even though they have not been active, could also be good persons, intellectually speaking, to contribute positively for that growth that you're talking about. I think you are aiming a particular political party or some leader that you know. But I'm telling you, for generally speaking, you have to justify you being a political party by some action in the past or in the present. If you don't have any action, you are just there to complete the list. I'm coming to tell you that you being there is many of those 300 political parties, you don't know even half of them, even a quarter of them, you don't know. But the one you know are political parties, you journalists. And in most cases, the opposition is accused of being based, that is, trying to limit themselves within some particular regions, some particular divisions in Cameroon. What's the problem, for example, when you want to talk about UPC political party, you portraying it as a national party, and we see UPC not very present in most parts of Cameroon? This is a matter of real concern, Amson. And this is why I'm fighting that at least, even I have to leave, this party the red color should be everywhere. If you see the region like West, when you don't have UPC there, you are killing the whole story of a country. It's not normal. If you go to the South, where people were died, there are nothing there. It's not normal. But generally speaking, not only that some parties are in some division and some other, but there are some regions that have never known other party, that the party in power. And this is a dysfunction because those people, they are not exercise the democracy in this part of the country. If you are in the region where you have only, every time you have one list from one party, you are very different from where people have 3 or 4 lists for many years. They know how to choose the list. And if you are going every time to choose one list, it's not good. So that there are many things that we can correct. And we are talking politics. There are many things that we can correct. It's not only saying that UPC is in Nyongokele and Sanaga Matim or UDC is in the Bamun area. It's not. It's more than that. Then what stops the opposition from being national parties, from being present everywhere? From your own point of view? No, what you are the means. The means are the first problem, because if you want to grow, you cannot grow without means. That is one of the key problems. They have tried to solve the problem. If you have some representative on the assembly, they give you some money, but still, it's a problem. De l'argent.
Tout simplement. Lorsque l'UPC, avec ses comités révolutionnaires, avec ses cellules partout à travers le monde, avait de l'indépendance, je veux dire, lorsque le parti a été créé en 1948, est-ce qu'il avait autant de moyens que ces formations politiques dont vous parlez aujourd'hui? Est-ce qu'au-delà des moyens financiers, il n'y a pas d'autres ressources importantes qui peuvent justifier une forte implantation d'une formation politique sur l'étendue du territoire national? C'est un peu difficile, vous comprenez, parce qu'à l'époque, les gens contribuaient à travers les cartes, donner des cartes. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile. Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur le fond idéologique de ces formations politiques, sur les projets politiques? Mais c'est de ces fonds idéologiques que j'ai discuté avec vous pendant près de 30 minutes ici. Là. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'on va se réunir pour bien adresser ces fonds. Il ne faut pas des slogans. Il faut que les gens comprennent là où on veut aller. C'est peut-être même le plus important. C'est ça. Parce que quand vous parlez de moyens financiers, effectivement, on a vu qu'il y a des formations politiques. Je ne veux pas parler de l'UPC pour ne pas m'attirer les foudres de certains cadres de votre formation politique. On a bien vu que certains partis politiques qui ont voulu insister sur la mobilisation de ces moyens financiers ont été obligés d'une façon ou d'une autre de se rapprocher du pouvoir en place pour bénéficier d'un certain nombre de largesses. Et on sait ce que ces formations politiques sont devenues. Est-ce que le problème de moyens n'est pas fondamentalement secondaire? Bon, peut-être cette analyse est à creuser davantage pour voir si le problème de moyens est secondaire. Mais je sais aujourd'hui que pour se déplacer, il faut quand même avoir un peu de moyens. Mais je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut un fonds idéologique qui attire les Camerounais. Et c'est sur ça que je dois travailler. Et c'est sur ça que l'UPC doit travailler. Et c'est ça que tous les partis qu'on a invités, les partis d'obédience nationaliste, doivent travailler pour avoir un fonds idéologique qui nous permet de voir l'Afrique autrement. Est-ce que ce n'est pas cette collusion souvent controversée entre l'UPC, le parti au pouvoir, le régime en place, qui aurait découragé de nombreux Camerounais dès le lendemain du multipartisme dans le pays? Moi, je reviens sur ça, Cédric. Je ne peux pas dire ce que peut-être vous voulez entendre. Vous comprenez? Ce que je voudrais vous dire, c'est que au départ d'un pays, il faut un fonds idéologique. Tant que vous n'arrivez pas à ce fonds idéologique, à cette mouvance idéologique, vous ne pouvez rien faire. Je vous ai donné l'exemple de la Chine. Ils ont navigué là dans le communisme, à un certain moment, ils ont changé avec ces Xi Jinping. Il y a d'abord eu le grand bond en avant avec Mao Tse-tung. Voilà, mais puis il y a eu un échec. Et voilà. Puis il y a eu Deng Xiaoping qui est arrivé. Qui a donc lancé la révolution culturelle. Qui a travaillé dans une usine en France. Parce qu'à un certain moment, on l'avait éjecté du trio qui devait remplacer Mao Tse-tung. Il est parti travailler en France. Quand il vient de là-bas, il vient avec un libéralisme, un capitalisme doux, un capitalisme humain. Et il commence donc à fabriquer les choses. En 30 ans aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est. Elle veut déjà menacer la première puissance mondiale. Donc, le fond qu'il faut, je suis d'accord que vous posez la question de cette manière, mais tant que nous ne savons pas là où on part, surtout votre génération, on ne peut pas choisir une méthodologie. Le reste, c'est les partis politiques, les ressources humaines, les discussions de fond entre l'opposition et le parti au pouvoir. Ça vient après. Parce que les Européens ont construit d'abord leur pays, peut-être sur la dictature, nous tous on a fait l'histoire. Les routes qui sont là ne datent pas du libéralisme. Au contraire, il y avait les routes. Mais aujourd'hui, dans la démocratie, il y a les questions de bonne gouvernance, il y a les questions de transparence et de redevabilité. Ce contexte et ces principes-là devraient permettre, en principe, à un régime élu au terme d'une élection de se consacrer à la réalisation des projets qui ont été proposés durant une campagne électorale. Est-ce qu'au Cameroun, justement, vous qui observez la scène politique depuis une trentaine d'années, vous avez le sentiment que durant les différents septennats, il y a eu cette volonté de transformer le Cameroun?
justement, je continue. Et je vais toujours le dire. Tant que nous n'avons pas un objectif, une idéologie vraie, et que vous avez de l'argent, sans savoir où est-ce qu'il faut dépenser cet argent, et c'est de là où l'implication des étrangers dans les économies africaines devient un problème. C'est là où je continue à vous dire que nous sommes un pays qui a plutôt c'est un morcellement de l'indépendance. Donc quand vous dites ça, on peut parler de ça, les grandes théories financières, mais il faut une idéologie. Tant que cette cravate, on importe ça, cette chemise importée, la montre que vous portez, elle importe, les vestes que vous importez, les chaussures et tout ça là. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient dire, faisons nos choses nous-mêmes. L'argent que nous avons, ça doit être pour investir sur notre propre développement. On n'a pas d'idéologie de développement. Alors, au regard de toutes ces critiques que vous faites sur la gouvernance actuelle du pays, il y a des activistes camerounais de la diaspora qui ont récemment manifesté contre le président de la République à Genève, en Suisse. Ils ont posé des revendications d'ordre politique, revendications également portant sur la résolution pacifique de la crise anglophone, l'amélioration du système électoral, la libération de ceux qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot de revendication porté aujourd'hui par des activistes de la diaspora? C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et ce n'est pas là-bas qu'on fait les choses. Vous ne pouvez pas être un parti de libération, pour sortir d'un parti de libération comme moi. Vous acceptez que les gens vont ailleurs, en Europe, aller défiler là-bas. Parce que ceux qui sont morts, c'est des dizaines de milliers de morts. Ils sont justement morts parce qu'on ne voulait plus de la colonisation des Blancs. Vous faites ça, vous rentrez en 1945. Et ça, on ne peut pas tolérer ça en tant qu'aucun UPCC ne peut même accepter ça. Donc vous n'êtes pas d'accord avec on n'est pas d'accord, c'est une méthode pour nous qui est antinationaliste. Mais pourtant, les pères fondateurs de l'UPC ont utilisé ces méthodes. Non. Ils sont allés aux Nations Unies, oui, ils ont mobilisé la diaspora africaine qui manifestait à l'époque dans les rues parisiennes contre les régimes dictatoriaux et les régimes néocoloniaux. Non, ils faisaient ça. Comment expliquer cela? Pourquoi ils ne font pas ça quand un président ne va pas là-bas? Pourquoi ils ne font pas ça? Ils attendent que le président aille là-bas pour faire ça. C'est justement parce que vous avez vu comment on versait. Peut-être d'autres se sont même blessés là-bas. Et les Blancs, quand ils versent de l'eau sur les Noirs, peut-être ils ajoutent même la pression sur ça. Donc, c'est des choses que... Et même si vous me dites quoi, je ne peux pas accepter que... Parce que les Blancs, quand ils ont les choses, ils ne viennent pas défiler ici au Cameroun. On faisait ça à l'époque parce qu'ils nous colonisaient. On procède donc comment? Ils ne peuvent pas venir défiler ici à Yaoundé. Comment on procède donc lorsqu'on est dans un système où on a du mal à se déployer? Vous avez reconnu vous-même tout à l'heure, en faisant le bilan de vos actions à la tête de l'UPC en tant que secrétaire général, vous avez reconnu que vous avez eu du mal à vous déployer parce que vous n'aviez pas la bénédiction des autorités administratives. Vous avez des difficultés à installer les coordinations régionales. Bref, à vous déployer parce que vous n'aviez pas l'onction, on va dire, des pouvoirs publics. Lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, où c'est difficile, est-ce qu'on ne peut pas explorer d'autres voies, comme c'est le cas avec ces activistes-là qui préfèrent se déployer sur un terrain où ils se sentent beaucoup plus libres? Duval, vous parlez, je vous ai dit comment j'ai résolu mon problème. Parce qu'en politique, il y a deux choses, ou la force ou la loi. Oui. Mais moi, je pouvais faire ça. Et dans une zone extrêmement névralgique. Il y a des choses que je ne peux pas parler ici, les choses que les gens m'ont proposées. Mais je leur ai dit que nous sommes dans un état de droit. Parce qu'il y a parfois des gens qui suspendent le droit, font quelque chose avant de revenir. Moi, je suis allé en justice. Bon, j'ai perdu ce que j'ai perdu, mais la force de la loi est là, et nous sommes dans un état de droit en construction. Je dis bien le droit en construction. Oui, mais lorsque ces lois-là ne sont pas favorables au combat, à la lutte, on utilise d'autres moyens. Pour revenir à l'UPC, vous savez que l'UPC a été ostracisé à la veille de l'indépendance. Les leaders UPCistes ont pris le maquis. Non,
ils ont été forcés. Quand vous prenez, ils ont été forcés d'aller. Est-ce que ceux-ci ne sont pas forcés? Les activistes dont on parle, c'est ceux qui estiment, par exemple, qu'ils n'ont pas les moyens d'organiser des manifestations sur le territoire national. Est-ce qu'ils sont aussi? Non, peut-être pas ceux-là. Mais on voit très bien. Et vous avez un exemple, vous avez indiqué qu'on a du mal à se mouvoir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Non. Ne vous accrochez pas pour ce qui est sur le cas de l'UPC. Je vous ai dit que il y a la force et la loi. Moi, j'avais choisi d'entrer par la justice. J'ai eu gain de cause. Mais est-ce que la loi vous réussit, vous? Est-ce que la loi réussit dans ces cas-là? Dans les cas de manifestations publiques, par exemple, il y a au Cameroun plusieurs formations politiques en dehors de l'UPC, le SDF, le MRC, le CPP, souvent le PCRN, qui ont du mal à organiser, à tenir des réunions publiques, des manifestations publiques pour rencontrer les différents Camerounais, partager avec eux leur programme politique, poser des revendications lors de ces manifestations publiques-là. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'il y a à faire, justement, c'est de changer cette loi. Parce que la loi de manifestation, le problème même, c'est dans cette loi. Parce que moi j'ai été souvent torturé par les sous-préfets pour avoir un récépissé des manifestations. J'ai été souvent torturé. Mais à un certain moment, il faut coaliser et que en réalité les revendications soient au niveau de la loi. Mais vous dites qu'il faut changer la loi. On change la loi comment? Vous, par exemple, en 2020, vous avez décidé de ne pas aller aux élections. Donc de ne pas produire des députés qui vont à l'Assemblée nationale pour changer ces lois. On les change comment? Puisque ceux qui ont manifesté dans la diaspora, ces activistes-là, entre autres éléments qu'ils ont portés sur la table, je veux dire, qu'ils ont dénoncé, il y avait la question du code électoral, qui est verrouillé et qui ne permet pas des élections libres et transparentes. Et il me semble que vous serez d'accord avec eux, puisque vous avez vous-même aussi décidé de ne pas aller à ces élections. Il faut poser le scénario comme il était. Oui. Le président de la République se déplace, il va à Genève. Ce que j'ai suivi, parce que nous tous on suivait, il s'organise pour dire que non, il doit retourner. Il doit retourner parce qu'il y a le code électoral et c'est fait. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avant son départ là-bas? C'est ça le vrai problème. Et moi, je continue à vous dire que ça n'a aucun impact. Ce qu'ils font là-bas. Okay. L'impact est plutôt négatif sur les Camerounais. Donc vous êtes d'accord avec les motifs de la manifestation, mais vous n'êtes pas d'accord sur la méthode de timing. Les motifs des manifestations, dans tout pays démocratique, oui, on doit autoriser les gens à manifester. On doit autoriser. Il y a toujours dans l'évolution des sociétés démocratiques des sujets à manifestation. Mais sauf que, étant UPCiste, je vous dis que aller manifester en Europe, tant que les Européens ne viennent pas manifester ici, là, ça me semble une pratique antinationaliste. And at the same time, when you are comparing it to you are doing a comparison to the UPCists who manifested in the colonial period. You said they were doing so in the street in France because we were being colonized by France. But in the course of this program too, you also said that African countries, including Cameroon, did not have a real independence. So, like to mean that there's still neo-colonialism existing now. So, is that not a similar scenario for those who have found themselves, they are Cameroonians, that have found themselves abroad, to at least have a say in the political affairs of the country? And one of the modes to speak in politics is manifestation. The problem there, I'm sorry, really listen to me very well. The problem is that we want people, the European, to force us to change the electoral code. That's why they manifest. Is it why they are manifesting there? One of the reasons. Because they want the European to help us to change our electoral law. That's why they're manifesting there. Well, if it is so, then I tell you, it is wrong. They said they just found. It is wrong. Alors, we should do it here. Comment on parvient à opérer cette modification, cette révision consensuelle du système électoral? Il y a eu une élection présidentielle en 2018. Au terme de cette élection, il y a eu
une contestation post-électorale. Plusieurs formations politiques ont critiqué la manière avec laquelle cette élection a été organisée. On a vu un contentieux électoral durant lequel des formations politiques ont même exigé l'annulation des élections en raison d'un certain nombre de dysfonctionnements et irrégularités. Ensuite, les partenaires internationaux du Cameroun ont proposé au Cameroun de modifier son code électoral et son système électoral afin de réduire à l'avenir ces vagues de contestation électorale. Le gouvernement n'a rien fait jusqu'ici. Pour vous, comment faut-il procéder pour parvenir à une révision du système électoral? Vous pensez que vous et moi, ce qu'on parlait là aujourd'hui, les gens ne suivent pas ça. Les gens suivent. Et nous avons justement les devoirs, les politiques et les gens qui font la communication, de poser des problèmes ensemble et d'utiliser la société civile pour le poser. C'est que moi, heureusement que vous êtes sortis de ce qui s'est passé à Genève, mais ce que je dis, c'est que c'est une revendication de longue haleine. Il faut continuer. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec Martin Luther King. Malgré tout, il a parvenu quand même à obtenir ce qu'il a obtenu. Mais à quel prix? Quel prix? À quel prix? Bon, mais il est mort. Mais il y a aussi des gens qui sont morts ici. Il y a des gens qui sont morts ici. Donc, il faisait ça en Amérique. Il faisait ça en Amérique. Vous ne pouvez pas dire que vous allez laisser votre propre pays pour aller chercher de l'aide à l'extérieur. Nous sommes obligés de vivre ici et de vivre avec nos problèmes et de chercher des solutions à nos problèmes. C'est la réalité, la triste réalité, Cédric. C'est comme ça. Alors, dans ce contexte-ci où il y a une frange de la classe politique qui estime qu'il faut œuvrer pour l'alternance et avoir des garanties d'une alternance pacifique et démocratique au Cameroun, pensez-vous que les piliers de cette alternance, les balises sont en bon état et permettraient, en cas de vacance du pouvoir, d'aller vers une alternance démocratique et pacifique au Cameroun? Vous parlez là d'une chose, un nouveau vocable, qui est l'alternance. La constitution de ce pays prévoit la vacance de pouvoir. Et cette vacance de pouvoir, on a dit comment ça se passe. Parce que dès que vous amenez un autre mot, ça signifie que un changement peut s'opérer autrement. Il faut faire attention. J'entends ce mot depuis là. Les gens parlent d'alternance et tout ça là. Bon, si ce n'est donc pas prévu, comme ce vocable n'est pas prévu, on peut avoir un autre style de vulgariser ce terme. Risque de nous amener un problème dans ce pays. Nous avons fait une constitution qui dit que quand il y a vacance de pouvoir, il y a... C'est même l'État, le gouvernement de l'époque qui a proposé ça à l'Assemblée de l'époque. Et l'Assemblée a dit que s'il y a vacance de pouvoir dans les 45 jours, le président du Sénat appelle les élections. C'est ça, pour le moment. 20 jours au moins et 120 jours au plus. Voilà. L'ouverture de la vacance. Voilà, c'est ça. Bon, vous me corrigez, c'est très bien. C'est ce qu'il y a. Et le terme qui est utilisé là, c'est la vacance de pouvoir. Ce terme que vous commencez avec alternance et machin là, ça, on alterne comment? Mais ces inquiétudes sont nées du fait des scénarios vécus dans d'autres pays africains. On a vu au Tchad comment un conseil militaire s'est mis en place après l'assassinat du président Idriss Déby Itno. On voit dans d'autres pays africains francophones comment des proches d'un président décédés ou disparus, du moins leurs enfants, réussissent à se positionner et à prendre le pouvoir. D'où cette préoccupation au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez donc que vous venez à ce que je crains. C'est-à-dire que l'alternance n'est plus constitutionnelle. C'est la vacance de pouvoir qui est constitutionnelle. Et vous venez donc de dire des choses qui ne devraient pas arriver. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont prévues par la loi. Et c'est pour cela que la politique n'est pas un amusement.
Nous sommes dans un pays, on a dit que s'il y a vacances de football, voilà comment ça doit marcher. Quand vous amenez l'alternance, vous avez vu vous-même. On commence à dire que les proches du président, on commence à dire que nous, les machins, vous allez même parler d'un coup d'État et tout et tout. Vous avez parlé de tout ça. Et c'est le mot alternance qui amène ces choses-là. Moi, en tant que politicien, pour le moment, je ne parlerai pas de ça. Il y a vacances de pouvoir. Il a bien précisé 20 jours au moins, 220 jours au plus. Il y a le président du Sénat qui appelle les élections. On en est là. And that's why you participate. You will not boycott again. You will not boycott such an election if at all it's called over. I have boycotted what? I don't know. I have boycotted already. Your party has boycotted the election once. You remember? If I just talk about it, the election you boycotted. Which one? I don't know. And of course, one of entre-temps, vous aurez organisé le congrès, vous aurez été réélu et vous allez organiser des investitures au sein de votre formation politique pour participer à cette élection présidentielle. Mais bien sûr, le vrai problème de ces choses-là, quand vous allez dans une élection présidentielle, sauf si vous voulez vendre votre personne, il faut être sûr que vous êtes installé au minimum dans 5 régions. C'est ça la réalité. C'est vous qui avez commencé les statistiques ici aujourd'hui. Il y a un d'entre vous m'a posé des problèmes de statistiques. Bon, si vous vous levez un bon matin, ayant 10 sections dans un pays, ou bien à peine 20 sections installées, vous êtes ignoré dans les autres provinces. C'est pour cela que depuis aujourd'hui, je ne fais que vous parler des caractères national de l'UPC qu'il faut mettre en place. It means that if things were to happen today, as in a case where a presidential election is called within 20 days in Cameroon, UPC, for example, will not go in for. You will not participate. You are not yet. You are not yet present in the 10 regions of Cameroon. If things happen today, yes, the situation today have changed a lot. I will not tell you why. No, tell me. This is a la vérité en face. You are not talking all the verity when you say that I have boycotted this election. Alors, il y a des choses que vous allez cacher ce soir. Non. Non, il faut regarder la caméra et dire qu'il y a des choses que vous allez garder ce soir. Non, c'est pas ça, Duval, mais vous-même, vous avez caché certaines choses. What you are asking me is that if they call election today, will you go? UPC will go to the election, but I know why. Why? When you're going to lose? I know why. We will not lose. He was talking about alternance and so he knows. You know why you should go. We will go. Because you want to be part of the alternance that you do not want to talk about. That's why you will participate. No, I'm saying that alternance is not a correct word. Maybe you want me to say it in English. Peut-être parce que vous n'êtes pas sûr d'être reconduit à votre poste de secrétaire général au prochain congrès. Bon, pourquoi vous dites ça? On est ça, c'est les élections qu'il y aura là-bas. Donc, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On enlève quelqu'un quand il a en tout cas, vous êtes candidat à votre propre position. Mais est-ce que comme vous dites que c'est la vérité en face, parlons la vérité, oui. Vous êtes candidat? Oui, bien sûr. Maintenant, pour la participation du PC, vous ne dites pas pourquoi? La participation de l'UPC. Non, il m'a dit. Non, mais j'ai dit qu'on sera là. Ok. D'une manière ou d'une autre. You want to go ahead? Qu'est-ce que vous allez proposer pour que l'UPC sorte de sa léthargie, pour mobiliser sa base militante, pour jouer un rôle de premier plan sur la scène politique? Nous avons parlé de ça. Il nous faut nous approcher des jeunes et construire une idéologie forte. J'ai parlé encore avec la jeune présidente tout à l'heure et on était d'accord que c'est la construction d'une idéologie forte qui fait que les gens rêvent et espèrent, qui peut faire qu'on aille un peu plus vite. Et donc c'est sur cela que je vous ai dit qu'on a fait cette conférence de cadre qui va se couper le 13 pour enfin sortir un objectif, où est-ce qu'on va et comment on va aller. Bien sûr, il a dit, il y aura des méthodes différentes,
Mais on va s'atteler à ce qu'on se comprenne. Doctor, finally, when did your mandate expire as Secretary General of the UPC party? The Congress will be held on the 11, 12 and 13 September. It is during the Congress that your mandate expires? Of course, yes. Mais le mandat c'est 3 ans, il est achevé. Vous avez été élu en 2017. Nous sommes en 2021. Cette histoire-là, on a discuté ça. Bon, quand le mandat est achevé, on a même discuté de ça. En réalité, moi, je n'ai même pas fait 4 ans ni 3 ans comme vous dites. Parce que j'ai été entrecoupé de 18 mois. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis entrecoupé de 18 mois, dès que la justice donne son verdict, on me dit, bon, il y a des gens qui disent, non, 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 comme ils n'ont pas fait les 18 mois, qu'ils finissent les 3 ans normalement. D'autres disent, non, 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 on compte, c'est les 3 ans calendaires, ce n'est pas 3 ans d'activité. Allons au Congrès. Maintenant, on dit que bon, pour ça, préparons-nous un peu, on ajoute quelques 8 mois là-dedans, et on appelle donc ce congrès. Mais pendant qu'on appelle ce congrès, les gens qui disaient qu'il faut aller rapidement au congrès, ils se réunissent donc dans ce que vous dites que j'ai boycotté. Ils disent que donc il n'y a pas le congrès, c'est l'an prochain. C'est de ça qui... Comment je dois... Mais vous êtes un républicain, vous avez dit que vous respectez les lois. Que disent les textes du parti? Mais les textes disent que... Les textes disaient que après 3 ans, on fait... Pas les textes du parti. Bon, on avait dit comme ça lors du congrès. Après ça, mais moi, pendant que je dis allons alors au congrès, ils disent que non, il n'y a pas le congrès. On attend l'an prochain. C'est de ça, vous avez c'est ça qu'ils veulent. Et c'est là que je me demande donc, quand on vous disait qu'Abiba Issa et moi n'avions pas fait tous les 3 ans, c'est-à-dire c'était la durée moins de 18 mois, vous avez dit que non, on veut qu'aller au poste. Maintenant, on dit qu'on va au congrès, on dit non, 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 il faut refaire les structures de base avant d'aller au congrès. Vous voulez que je vienne, il y avait une vieille femme qu'on voulait chasser, une veuve qu'on voulait chasser de sa maison. On est parti, on a mis un palmier de vin pour cueillir le vin. On lui a dit que si on vient là, on trouve que le vin est plein dans la calebasse, c'est que tu as mis de l'eau. Si on trouve que le vin, la calebasse est à demi plein, ça veut dire que tu as bu. Elle devait la faire comment? Soit le vin est plein, soit c'est à demi plein. Donc, de toutes les manières, elle est partie. Docteur Pierre Balé-Guelcote, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Je précise que vous êtes secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun et que vous organisez un congrès unitaire prévu officiellement le 13 septembre 2021. Le jour de la commémoration de la mort de Oumia. Merci, messieurs Duval Fongois et Hamson Formi d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Emmanuel Wapi et Mitterrand Dame. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et merci de rester sur Equinox Télévision.